Salut à toi jeune alchimiste et bienvenue dans FMA, l'émission qui ne signifie non pas. Oh et puis on s'en fout, on a plus important à dire aujourd'hui. Si tu suis la chaîne depuis un moment, t'as dû remarquer que ça nous arrivait de tacler Fairy Tail une ou deux fois. Voire plutôt 5-6 fois en fait. Et bien aujourd'hui il est temps de régler nos comptes et de s'attaquer à ce sujet polémique en essayant de clore une bonne fois pour toutes tout débat à propos de ce manga à travers une problématique qui est la suivante. Fairy Tail, l'arnaque du siècle ou non? Avant de commencer, sache qu'à l'image de ce qu'on fait d'habitude, on va essayer d'être le plus objectif possible. Notre but n'étant clairement pas de dénigrer gratuitement un manga ou de l'encenser à mauvais titre. On va vraiment chercher à te convaincre dans notre analyse en prenant appui sur du concret, que ce soit des exemples du manga, de l'anime ou encore des interviews de l'auteur. Mais d'abord, on va quand même faire un point sur Fairy Tail, car même si tu connais probablement déjà, on va en avoir besoin pour commencer à s'y intéresser dès la synopsis. Et pour gratter 30 secondes au passage. Donc Fairy Tail, traduit littéralement que de fées, est un jeu de mots en rapport avec Fairy Tales, qui en français signifie cette fois conte de fées. C'est un manga de Hiro Mashima qui paraît depuis 2006 dans les pages du Weekly Shonen Magazine et qui compte alors d'aujourd'hui 50 tomes au Japon. Surfant sur le succès de la licence papier à l'international notamment, une adaptation en animé a vu le jour court en 2009 et compte actuellement plus de 240 épisodes. Les 175 premiers sont réalisés par le studio A1 Pictures et ceux d'après, ponctués par une pause d'un an qui font office de seconde saison, sont cette fois-ci le fruit de la collaboration entre A1 et le studio Bridge. On est donc propulsé dans le royaume de Fior, un pays à l'aspect médiéval où existent dans le commun des mortels des mages. Ces derniers, étant au cœur de la société, se regroupent dans des guildes et gagnent leur vie grâce à des requêtes que formulent les habitants lambda. Et c'est justement autour d'une d'elles que l'ensemble des péripéties vont tourner. Il s'agit de Fairy Tail. Tiens, on va commencer par un bon point. Il y a énormément de personnages qui gravitent dans le scénario et énormément au sein de la guilde même. Pour celle-ci, on peut les classer en trois types. Ceux qui composent l'arrière-plan, les secondaires et les principaux, dans lesquels on retrouve nos héros Natsu, Lucy, Grey, Erza et bien d'autres par la suite. Jusque là c'est plutôt sympa, y a rien à en redire, même si ça manque un peu d'originalité. Car en fait le concept même de ce manga est très proche de Monster Hunter, jeu vidéo dont Hiro Mashima est particulièrement fan et a d'ailleurs travaillé sur l'une des adaptations manga de la licence. Tu retrouves donc dans Fairy Tail des éléments issus des jeux, comme par exemple les quêtes qui sont affichées sur un grand tableau à l'intérieur de la guilde. Celles-ci, qui sont effectuées entre amis, consistent par exemple à tuer des monstres, trouver quelque chose ou tout simplement aider les gens. Afin de t'aider, tu peux avoir comme compagnon des félines, c'est des espèces de chats dont les exits sont probablement inspirés. Et puis il y a aussi les quêtes de rang S qui sont accessibles seulement quand t'es devenu beaucoup plus fort, ou encore le fait que les principaux monstres soient des dragons dont certains ressemblent à ceux de l'histoire qu'on suit. Si certains d'entre vous ont joué au jeu de cette licence, je suis sûr que ça vous parle. D'ailleurs, le jeu Fairy Tail qui a été sorti au Japon ressemble de près à Monster Hunter. En ce qui me concerne, ça me dérange pas spécialement parce que le support est différent. J'y vois plus des clins d'œil que du plagiat, d'autant plus que Mashima a largement enrichi son histoire avec les guildes noires, le conseil des mages, la magie en elle-même et depuis quelque temps les conflits géopolitiques. Mais alors est-ce que prendre un concept efficace de base et l'enrichir à sa manière suffit à procurer un bon scénario? Eh bien non. Puisque dès le début tout n'est pas mis en place pour créer une histoire qui nous pousse à la suivre, je pense notamment au niveau des objectifs. Dans les shonen et plus généralement dans n'importe quelle œuvre, c'est l'élément clé que chacun des protagonistes ou au moins plusieurs d'entre eux ait un objectif. Un but qui provoque chez le lecteur l'envie de continuer pour savoir s'ils vont ou non réussir à l'atteindre. J'aime pas trop l'idée de comparer les mangas entre eux car chacun a ses qualités et ses défauts et doit être remis dans un contexte aussi bien temporel qu'éditorial, mais pour pouvoir analyser une chose il faut un point de référence. Donc aujourd'hui on va pas mal s'appuyer sur les principaux shonen parus en même temps que Fairy Tail vu qu'ils vont forcément te parler. Dans One Piece, parce que oui c'est le meilleur exemple, la majorité des personnages principaux ont un objectif, qui n'ont en plus rien à voir les uns des autres et ils sont tous autant intéressants vu qu'ils vont dans le sens des grandes intrigues développées par Oda. Dans Naruto, beaucoup de personnages poursuivent un but, et même si celui de devenir Hokage est récurrent, t'as quand même largement de quoi te pousser à continuer. D'ailleurs, malgré les derniers arcs dignes d'une descente aux enfers en mode YOLO, on a tous suivi jusqu'à la fin justement pour avoir notre réponse. Mais dans Fairy Tail, ça manque cruellement d'ambition. Car seul Natsu a un vrai objectif. Erza ou Grey qu'on connaît depuis le début n'en ont par exemple aucun, et qu'on en a c'est plus par obligation que par volonté. Là, Grey avec Ken, ça lui est tombé dessus sans qu'il ait rien demandé. Et puis même Lucy, en regardant bien son objectif depuis l'épisode 1, il était atteint alors le personnage n'avait déjà plus aucun intérêt. Je te vois un peu venir là, c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on a découvert les autres Dragon Slayer, on a eu du nouveau en termes d'enjeux, mais que ce soit Gajul ou Wendy en fait, ils nous apportent rien à leur objectif vu que c'est le même que Natsu. C'est plus un doublon qu'une complémentarité, on n'essaie pas de t'en faire apprendre plus sur l'univers en question à travers la poursuite de but, ce qui est dommage car Mashima avait tout pour réussir. Bah ouais, n'importe quel gosse a un jour rêvé de dragon, de magie, de personnages cool. Je suis persuadé au fond de moi que Fairy Tail avait le potentiel d'égaler Dragon Ball en termes de notoriété. La relation enfant et dragon c'était une très bonne piste pour lancer l'intrigue. Dans Wakfu ça a été particulièrement efficace, alors pourquoi ça ne le serait pas dans une super production japonaise? Bah peut-être aussi parce que Natsu, contrairement à Yugo ou encore Gon, il ne cherche pas son père. Et ouais putain! Depuis le début de Fairy Tail, Natsu il subit l'intrigue. Il fait des quêtes, il dit qu'il cherche son père, mais au fond il fait du surplace pendant toute l'aventure, et quand il le retrouve c'est totalement le fruit du hasard. Heureusement, il reste cette question collective pour savoir si les faits avaient ou non une queue. Autant dire que vu celle qu'on est en train de nous mettre dans le cul depuis près de 50 tomes, je commence à penser que oui. Tiens, pendant qu'on y est, continuons sur le problème dans les codes du shonen avec la rivalité la plus hasardeuse que j'ai jamais vue, à savoir celle entre Natsu et Grey.
Depuis le début, Mashima essaie de mettre en place une rivalité entre deux de ses personnages principaux, ce qui est par excellence le quotidien dans un shonen neketsu et qui même après en avoir vu des dizaines on ne s'en lasse pas. Ici ça se passe donc entre Natsu et Grey, qui même s'ils ne partagent pas même but, se tirent la bourre en termes de puissance et essaient à chaque arc de montrer qui est le plus fort des deux. Jusqu'à maintenant j'ai aucun problème avec l'idée, mais dans les faits, à part l'opposition des magies feu-glace entre les deux zozos, la rivalité a sens unique, car Natsu tiendra systématiquement le premier rôle, logique car c'est le héros mais totalement enclin au développement de cette rivalité où Grey sera relégué continuellement en deuxième division. J'ai presque de la peine pour lui tant l'auteur a mis du temps à comprendre que pour lui donner de l'épaisseur il fallait le mettre davantage en avant pour qu'au moins une fois il soit pas ridicule à la fin d'un arc. Et d'ailleurs, même pour Gajil qui est devenu le second rival de Natsu, l'équilibre des forces n'est pas respecté, ou en tout cas pas assez bien mis en scène pour espérer nous faire douter de la supériorité de ce dernier. C'est con à dire, mais Natsu est beaucoup trop fort de base. Le neketsu, c'est le dépassement de soi, le fait de s'en sortir in extremis malgré les situations désespérées. Mais là, depuis le début, il écrase tout le monde. On a beau nous présenter des méchants extra badass, ils n'arriveront jamais à remporter une vraie victoire en termes d'enjeux sur la guilde, et même si de temps en temps ils rencontrent quelques difficultés, t'auras un power-up qui traîne. Car Fairy Tail, c'est aussi ça, un manga où les héros ne s'entraînent pas pour devenir plus forts, mais attendent un miracle tombé du ciel. Les rares fois où on nous parle d'entraînement, soit ils ne nous sont pas du tout montrés, soit on les détourne pour qu'ils ne durent pas. Ça donne l'impression que Mashima n'aime pas y réfléchir et s'en fout de faire évoluer ses personnages de manière entre guillemets légale, et préfère les doper à coups de power-up au point même d'avoir une chance sur le Tour de France. À ce point-là, ouais. L'exemple le plus flagrant, c'est les 3 mois d'entraînement après le pseudo-échec contre Acnologia qui sont totalement détournés par l'astuce temporelle du roi des esprits et qui sont dans la foulée compensés par le power-up d'Ulchir. Encore une fois, c'est un potentiel gâché, parce qu'à l'entraînement, ça peut être passionnant. T'as qu'à voir ceux dans Naruto, Bleach ou même Hunter x Hunter. Et paradoxalement, par rapport à tous les autres mangas que je viens de citer auxquels tu peux en rajouter un bon paquet, dans lesquels les protagonistes sont davantage mis en danger, voire face à la défaite que dans Fairy Tail, et bah c'est dans ce dernier que le drame est le plus présent. Problèmes familiaux, problèmes sociaux, problèmes de cœur, Problème de cul. tout est sujet au drame, ok, mais dans ce manga ça prend des proportions dingues parce que 9 personnages sur 10 ont besoin de pleurer 3 fois par jour pour être en bonne santé. J'exagère un peu, mais c'est vrai qu'à défaut d'avoir des scènes vraiment tristes, on essaie de créer un climat de drame sur des choses plus superficielles. Et c'est vachement accentué par le fait qu'Hiromashima dessine incroyablement bien, et donc arrive presque à te créer des émotions à partir de rien. Émotions encore plus fortes grâce à l'animation qui suranime ses passages et t'envoûte à coup des meilleurs OST de ces dernières années pour ce qui est de la fantasy. Je suis très curieux de savoir dans les commentaires quels sont les moments qui t'ont le plus ému jusqu'à aujourd'hui dans Fairy Tail et encore plus si t'es vraiment fan de cette œuvre. Parce que plus j'y repense, plus je réalise à quel point il y a peu de choses vraiment marquantes en termes de tristesse, ne serait-ce qu'au niveau des morts. Si tu veux faire avancer ton histoire, si tu veux que tes lecteurs soient pris dans l'intrigue, c'est impératif de faire peser la tension d'une mort qui peut arriver à tout moment. Le problème ici, c'est qu'il n'y en a eu aucune de très symbolique. Sans être obligé d'en faire à chaque arc, il aurait fallu dans ces 50 premiers tomes avoir le décès d'un personnage phare, car là soit ceux qui sont morts le sont de manière antérieure au scénario, soit ce sont des personnages vraiment secondaires, soit on évite de les faire mourir par un détournement de nouveau. Et putain, le seul personnage important qui était mort ne l'était pas en fait. Du coup plus personne ne redoute une éventuelle disparition et ça s'amplifie tous les 10 chapitres vu que t'es une pseudo-mort comme Cliffhanger qui saura en fait éviter de justesse grâce au pouvoir de l'amitié, des sentiments et tout ce que tu veux en termes de pouvoir cucu. Si j'ai voulu rappeler au début que Fairy Tail se base sur le jeu de mots Fairy Tales, c'est pas pour rien, c'est parce que finalement c'est pas un jeu de mots. Fairy Tail c'est un conte de fées moderne et plus ça va, plus je vois venir la fin en mode ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et pour aller dans ce sens, comme quoi Fairy Tail serait destiné aux enfants, t'as pas mal d'éléments. Ce que j'ai déjà dit comme l'absence de mort, la puissance qui repose sur l'amitié, mais aussi la bonne morale avec les méchants par exemple. Franchement, j'adore dans un shonen quand un ancien ennemi devient un allié au bout d'un moment, avec des raisons valables et de manière occasionnelle. Mais dans Fairy Tail, on est dans l'abus parce que la moitié des méchants sont devenus des amis, et en plus de ça, quelques minutes seulement après le discours d'un membre de la guilde. Certains appellent ces antagonistes souvent présents dans les neketsu comme des méchants pas si méchants. Moi j'appelle ça des méchants à temps partiel ou des méchants du dimanche, et je trouve ça dommage que l'auteur les utilise à ce point-là. Ça c'est pour le fond, et sur la forme c'est pareil avec dans la version papier un sang très peu présent qui sera ensuite censuré dans l'animé, vu que la cible ne doit pas être choquée. Et les boobs alors? Ça on reviendra dessus plus tard. Pour conclure cette première grosse partie dans laquelle on s'est surtout intéressé au fond, voilà d'autres éléments qu'on retrouve dans Fairy Tail et qui sont maladroits ou mal utilisés. D'abord la surutilisation du terme Slayer. Le coup des Dragon Slayer, je suis totalement pour, car non seulement c'est épique, mais en plus c'est assez original. Ensuite on a les God Slayer. Admettons tu découvres une opposition par rapport à ceux qu'on connaît, donc pourquoi pas. Mais maintenant on a eu le droit au Devil Slayer. Même si le nom reste classe, ça fait trop Slayer. Tu sens que Mashima n'est pas inspiré pour trouver d'autres termes et préfère rester dans la facilité. D'ailleurs c'est pas impossible qu'avant la fin on ait des Fairy Slayer. C'est peut-être qu'un détail pour toi, mais en ce qui me concerne, c'est ce manque de diversité qui me gêne. Parce que dans son univers, l'auteur est libre de faire absolument ce qu'il veut. C'est de nouveau du gâchis. Ensuite, et cette fois-ci ça n'est que mon avis, donc attention au manque d'objectivité, je trouve les ellipses mal gérées. La première d'abord, une ellipse de 7 ans c'est une grosse prise de risque car dans un manga en 7 ans il peut se passer beaucoup de choses. Le problème c'est qu'ici 7 ans ça faisait trop, pour rester dans la symbolique du 7 il aurait pu prendre 7 mois, c'était suffisant. Là résultat ça a créé pas mal d'incohérences avec la moitié des personnages que Mashima n'a pas pu vieillir, vu qu'Angela le plus vieux de 7 ans avec Erza ça aurait choqué ou vice versa entre Ultir et Grey. Quant à la seconde, j'ai trop rien à dire sur elle-même si ce n'est qu'elle a un défaut si présent dans la première, à savoir le temps qu'elle dure pour nous. C'est pas clair ton truc là. Bah en gros, pour qu'une ellipse soit marquante et ne nous choque pas, l'idéal c'est de laisser un peu de temps au lecteur. D'une part pour qu'il s'imagine à quoi ressemblera le retour et d'autre part pour laisser une empreinte sur la durée. Comme l'a fait One Piece avec l'arc Sabo qui s'intercale dans l'ellipse laissant aux fans le temps de souffler un peu avant le nouveau départ.
Or ici, pour les deux ellipses, t'as les grands discours d'adieu et pourtant, dès le prochain chapitre, ils sont tous de retour. T'as l'impression que rien n'a changé. C'est con parce que Mashima avait exactement quoi nous mettre sous la dent. Fairy Tail 0. Non seulement ça aurait laissé du temps au temps, mais en plus ça lui aurait permis de se concentrer sur le scénario à la place d'avoir deux mangas à dessiner en même temps, en privilégiant la quantité au détriment de la qualité. Enfin, et c'est le dernier gros problème que je trouve au scénario, ses incohérences. En interview, Mashima a dit la chose suivante. Je suppose que tout ce que je veux, c'est que les lecteurs passent un bon moment en lisant cette histoire et surtout, ne passent pas un temps pas possible à réfléchir dessus. Ça explique d'une certaine façon les incohérences, vu que s'il ne cherche pas à nous faire réfléchir, il n'a pas besoin de se justifier vis-à-vis des erreurs dans le scénario. D'ailleurs, ce raisonnement, c'est celui qu'on retrouve souvent dans les analyses de Fairy Tail, comme quoi c'est un manga de divertissement pur qu'il faut consommer tel quel et pas chercher plus loin. Ce point de vue, je le partage entièrement, même si je vais pas conclure là-dessus. Pourtant, même si on essaye de ne pas avoir un regard critique sur l'œuvre, on réalise qu'il y a régulièrement des incohérences et je pense pas qu'on doit les pardonner juste parce que l'auteur veut qu'on n'y réfléchisse pas, car inconsciemment on les remarque, ça gâche plus l'histoire qu'autre chose en fait. Comme dernièrement avec le combat entre Erza et Kyoka où cette dernière retire les 5 sens d'Erza et dit que c'est dans le but d'amplifier sa douleur. Or par définition, si tu n'as plus de sens, tu ne sens plus la douleur. Si tu veux d'autres exemples, demande-nous, on en a un paquet en stock. En tout cas, Mashima se rend compte que c'est pas toujours logique et pour essayer de ne pas le montrer, il fait preuve de pas mal de subtilité. Dans ce même combat, quand Erza gagne, le pourquoi du comment c'est parce que c'est Erza, utilisé avec humour pour nous faire oublier la situation. Quand c'est Natsu, Lucy ou Grey, l'astuce c'est parce que je suis de Fairy Tail, du genre je suis le héros, donc ta gueule. Un autre exemple encore avec la disparition des Faces dans l'arc Tartaros quand Frosh se demande comment ça se fait et que Panther Lily lui répond peu importe, à traduire comme de toute façon le lecteur s'en fout donc pas besoin d'expliquer. Donc non, avoir un concept efficace de base et l'enrichir à sa manière ne suffit pas à avoir un bon scénario. Ce qui pêche ici, c'est la mauvaise gestion des codes d'un shonen par l'auteur, qui fait que l'on a tous les ingrédients nécessaires mais mal utilisés et nous donne au final ce que j'appelle un shonen discount. Vous qui aimez les combats à mort épiques que l'on peut trouver dans One Piece et Naruto, saviez-vous qu'il existe la même chose en moins bien chez Fairy Tail. Vous qui adorez les scénarios bien construits de A à Z que l'on peut trouver dans FMA ou Hunter x Hunter, saviez-vous qu'il existe la même chose en moins bien chez Fairy Tail. Bon, on a repris des exemples déjà faits, mais c'est carrément ça. Et c'est assez étrange parce que Mashima a quand même sur son CV un paquet d'œuvres dont Rave Master bien mieux géré sur cet aspect. Le problème, c'est qu'il dit lui-même qu'avant chaque tome, il n'a aucune idée de quoi il va parler dedans et fait les choses au feeling. C'est une faute d'amateurisme pour un mec pourtant bourré de talent à la base. Tiens, parlons-en de ses qualités au niveau des dessins en premier lieu. Parmi les entre guillemets grosses sorties hebdomadaires, je trouve que Fairy Tail possède les meilleurs dessins, même si ça reste subjectif. D'un côté, le manga a les qualités de One Piece avec des arrière-plans et des corps d'ensemble très détaillés et franchement beau à voir. Le découpage est très dynamique quand il faut et surtout très bien mis en scène pour faire passer les émotions. Que ça soit dans les scènes d'humour ou de drame, on tombe sur ce que j'ai dit plus tôt. Si les dessins n'étaient pas aussi excellents que ceux qu'on a là, le ressenti côté lecteur serait moindre. A contrario, Fairy Tail n'a pas un défaut que je trouve à One Piece, à savoir des planches souvent trop chargées de dialogue. Là, c'est épuré, synthétique, donc rapide et agréable à lire. Au niveau des chara-design, ici aussi on tape dans le haut du panier. Les personnages sont réussis que ça soit techniquement ou esthétiquement. Cette fois, c'est une qualité que je trouvais aussi à Bleach, où le chara-design était juste monstrueux même si le reste était un peu délaissé. Et c'était pourtant pas gagné d'avance. Regarde les toutes premières pages du manga. La progression qu'il a eue en 10 ans est phénoménale et même si derrière tu sais qu'il y a un paquet d'assistants, faut quand même reconnaître que c'est du très bon travail. Ça c'est pour le support papier, mais alors qu'en est-il de l'animé ? De nouveau c'est de bonne facture, les 175 premiers épisodes produits entièrement par A1 Pictures se regardent bien. Il y a peu d'hors-série, l'animation est correcte même si les flammes sont pas terribles et le rythme de 2 chapitres par épisode suffit à ne pas trop traîner en longueur. Mais surtout les openings ainsi que la bande-son apportent carrément à l'animé une dimension épique. Habituellement on a plutôt tendance à remarquer quels sont les quelques openings et OST qui sortent du lot, mais dans Fairy Tail c'est l'inverse, on remarque quand une musique est moyenne car la très grande majorité sont excellentes. Au niveau de la seconde saison, je suis un peu plus mitigé sur ces dernières qui je trouve en ont pris un coup, même si l'animation est elle globalement meilleure. Enfin les premiers épisodes étaient un peu laborieux, mais maintenant à part le rendu des cheveux sur les visages que je trouve moyen, c'est vraiment pas mal parce que ça ressemble davantage aux dessins originaux. On commence à s'approcher de la fin de la vidéo, mais avant ça il reste 2 points que j'avais envie d'aborder et pas n'importe lesquels. Le fanservice et le côté mercantile de Fairy Tail. Ouais, si on termine par ça, c'est parce que ça fait partie des aspects les plus polémiques de ce manga et qui suscite de nombreuses critiques venant de tous bords. Pour s'y attaquer, on va commencer par parler des filles dans Fairy Tail. Elles sont belles. Non, plus sérieusement. Elles sont bonnes. En gros, ça résume la pensée générale vu que le public est à majorité masculin. Mais outre ce fanservice reposant sur l'idéal boubesque de la communauté otaku, il existe un tas de fanservice dans Fairy Tail, que ce soit sur le fond ou la forme. Le problème des termes japonais ou anglais qu'on reprend dans notre langue, c'est que vu qu'ils sont souvent nouveaux et évolutifs, chacun y donne sa propre définition, ce qui crée un décalage voire des quiproquos lorsque l'on débat. Parmi ceux-là, t'as les mots de genre otaku ou geek, mais aussi l'ensemble des genres, shonen, shoujo, seinen qui sont mal utilisés. Et c'est le cas pour fanservice, que beaucoup utilisent seulement pour illustrer la présence abusive de personnages aux attributs généreux qui vont satisfaire l'ensemble du public féminin et masculin. En l'occurrence, c'est pas faux, c'est la forme de fanservice la plus répandue. Mais dans fanservice, t'as avant tout les mots fan et service, ce qui implique le fait de rendre service aux fans, donner leur ce qu'ils veulent et tu maximiseras tes bénéfices. En s'appuyant sur cette définition plus généraliste, force est de constater que dans Fairy Tail, énormément d'éléments sont du fanservice pur et dur.
Le plus flagrant, c'est bien sûr au niveau des personnages, féminins d'abord avec tous les types de filles dont le lecteur rêve et a besoin, et masculin vice versa avec des beaux gosses pour les fangirls. Ce fanservice qui est présent dans quasiment tout shonen moderne, et bah franchement, j'en ai rien à foutre, limite je l'apprécie. Enfin, c'est pas aussi simple. Si l'auteur arrive à faire la part des choses afin de différencier le côté fanserve de son scénario, j'approuve totalement, c'est tant mieux pour nous si c'est plus agréable à regarder. Par contre, si le manga pullule de fanserve au détriment de la qualité scénaristique, là on devrait tous gueuler, parce que c'est servir des fans seulement pour engrainer de l'argent, et dans Fairy Tail, c'est ce qui se passe. Dans le manga au début c'était assez discret, mais plus il est devenu connu, plus les scènes de bain et de boobs sont devenues fréquentes, à tel point que depuis quelques temps le cœur de l'intrigue se retrouve bourré de scènes chaudes et de plans culottes. L'épreuve des maillots de bain dans les grands jeux magiques est le premier exemple, mais t'as aussi le second combat entre Erza et Minerva où elles se battent quand même en se foutant à poil. T'ajoutes à ça la fameuse scène de torture avec Yoka et on peut dire sans hésitation Fairy Tail a franchi une certaine limite lui faisant perdre sa crédibilité. Plutôt j'ai comparé Fairy Tail à un conte de fées moderne, dans la mesure où ça ne veut pas choquer mais rester bien séant pour plaire aux plus jeunes. Mais le côté culotte c'est le contre-argument parfait pour prouver que ce manga ne se tient pas à ce qu'il veut être, car censurer le sang et ne tuer personne pour mettre des boobs à la place ça n'a aucun sens. Si t'es toujours pas convaincu par ce qu'on est en train de raconter et que tu penses qu'on fait partie d'une guilde noire du YouTube manga, voici la preuve parfaite qui saura te convaincre du côté commercial de Fairy Tail. Dans son premier artbook Fantasia, Mashima a donné une interview sur le thème du dessin. À un moment on lui pose la question suivante. Est-ce que le style de vos personnages féminins correspond à votre idéal? Voici sa réponse. Bonne question. On me dit souvent que je dois aimer les filles à grosse poitrine, mais je réponds toujours que ce n'est pas vrai. Je n'aime pas particulièrement les grosses poitrines, mais je dessine en imaginant ce qui fera plaisir au lecteur. Bingo, c'est la définition même de fanservice. Alors si Romashima lui en faire pour ses dessins, on peut dire avec quasi certitude qu'il en fait à d'autres endroits. Les méchants comme Jelal qui redeviennent gentils, c'est du fanservice. Les méga combats de la mort entre Dragon Slayer, c'est du fanservice. L'épreuve des filles en maillot de bain en plein cœur de l'intrigue des grands jeux magiques, c'est... Mais attends, c'est génial. C'est du fanservice. Malheureusement, Fairy Tail n'est pas une œuvre, enfin plus maintenant, c'est un produit. Et pour appuyer ce point de vue, il y a qu'à regarder le nombre de spin-off autour. Fairy Tail Zero, Fairy Tail Ice Trail, Fairy Tail Blue Mistral, Fairy Girl, le Fairy Tail Magazine. Tout ça prouve qu'on n'est plus dans un art mais dans du merchandising. On pourrait continuer longtemps en disant que Fairy Tail est l'un des premiers shonen victimes de la Japanimation fast-food. Celle-ci, pointée du doigt par Hideaki Anno, le créateur d'Evangelion, dénonce davantage tous les ecchi à la con qu'on nous diffuse chaque saison. Mais Fairy Tail est pour moi symptomatique d'un manga pourtant bon de base qui s'est métamorphosé pour faire plaisir à ses fans. On retombe sur ce qu'un autre dieu d'animation, la personne d'Hayao Miyazaki, a dit, à savoir qu'il s'agit d'une production faite par des otaku pour des otaku. Pour conclure, je trouve que Fairy Tail peut être comparé à un Big Mac. De loin c'est plutôt beau, mais de près ça ressemble pas à grand chose. Après, j'irai pas jusqu'à dire que c'est l'arnaque du siècle. Bah ouais, parce que déjà on est qu'en 2015 et puis la forme rattrape vraiment l'ensemble. Mais surtout, si aujourd'hui ce manga suscite autant le débat, c'est parce qu'on y a tous cru, ça aurait pu être énorme. Et donc si on est dur avec, c'est avant tout parce qu'on en veut à Mashima d'être passé à côté d'un chef-d'œuvre potentiel. Fairy Tail, c'est un peu l'exception française dans le sens où le manga marche mieux ici qu'au Japon. Au fond, c'est un peu de notre faute à tous de l'avoir mis au même rang que ses concurrents, vu que Mashima, lui, n'a jamais voulu transcender l'histoire de cet art. Pour les fans de Fairy Tail qui regardent cette vidéo, car oui je suis sûr qu'il y en a, sachez qu'il fut un temps où on était nous-mêmes fans de ce manga et on ne le regrette pas. Après tout on peut dire que c'est une étape dans ta passion et ce qui compte vraiment c'est pas que dans 10 ans tu aimes encore Fairy Tail mais que tu aimes encore les mangas. Et pour ce qui concerne la note qu'on attribue habituellement, il n'y en aura pas aujourd'hui car noter une œuvre fleuve ce serait impossible dans le sens où il y aura forcément des hauts et des bas. Genre dans Naruto autant l'Arc Pain aurait eu 18, autant la Grande Guerre Ninja aurait eu 8. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on espère plus que jamais qu'elle t'aura plu car elle était très longue à préparer et on voulait absolument dire tout ce qu'on avait à dire tout en restant le plus objectif possible. Bien sûr, ça n'est que notre propre avis, donc on est très curieux d'avoir le tien afin de faire avancer le débat. En attendant, tu peux t'abonner à la chaîne, nous rejoindre sur les réseaux sociaux, mettre un pouce bleu à la vidéo si elle t'a plu et surtout la partager à tes amis. À dans le prochain épisode. Le jour promis approche. Ouais. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fout là? J'en ai aucune putain d'idée.